Alors, lourde tâche de terminer cette matinée, étant entendu qu'on a quand même eu droit à d'excellents orateurs. Lourde tâche aussi parce que la pause de midi approche, d'autant qu'on est un petit peu en retard. Je remercie donc Antonino de m'avoir invité aujourd'hui. Pour reprendre l'expression de notre rapporteur général, je suis peut-être aussi un petit peu Shadok dans ces thématiques, surtout en ce qui concerne la comptabilité publique. On m'entend plus souvent en droit international, en droit de l'environnement, en droit des institutions de la Polynésie française, mais aujourd'hui je vais mettre ma casquette de simple agent d'autorité polynésienne de la concurrence pour aborder, donc, sous le prisme un petit peu de la concurrence, le contrôle des usagers sur les délégations de services publics, et plus particulièrement le contrôle des clauses financières. Donc, je vais m'intéresser surtout aujourd'hui à un point, c'est pas le contrôle en lui-même des usagers, mais plutôt ce qui empêche le contrôle effectif des délégations de services publics par donc les usagers. Je vais aller un petit peu vite sur ces propos introductifs parce qu'on parle des délégations de services publics depuis ce matin, toute la matinée. On en parlera encore cet après-midi. Il est inutile de revenir, notamment parce qu'Antonino l'a fait, sur des notions basiques. Il y a beaucoup d'experts dans la salle. Juste quelques petits propos préliminaires pour préciser que le régime est quelque peu différent en Polynésie française et au plan national, mais les textes ont été cités à de nombreuses reprises. On a la loi du pays du 7 décembre 2009 en ce qui concerne la Polynésie et l'ordonnance du 29 janvier 2016 et plus particulièrement le code de la commande publique pour ce qui est du droit national. Pour faire simple, même si les propos ont été tenus il y a quelques secondes uniquement, on est passé du critère, pour simplifier, de la rémunération substantiellement liée au résultat de l'exploitation du service, au risque lié à l'exploitation du service. Et on a vu avec le professeur Baoumi que ce risque a tendance malheureusement à diminuer petit à petit. Et en parlant de rémunération, en parlant finalement de prix, basculons aux clauses financières. Là aussi, on a entendu quelques éléments sur les clauses financières. On peut globalement les définir comme celles qui vont régir les flux financiers entre et pour le concessionnaire et l'autorité délégante. Alors ce matin, on a eu droit à pas mal d'exemples. Christophe Maxent nous en a parlé, le professeur Baoumi aussi, sur les tarifs à la charge des usagers et la précision sur l'incidence des paramètres ou indices qui détermineront l'évolution de ces tarifs. Alors, les clauses financières des délégations de services publics, elles sont très importantes, étant entendu que le choix d'un contrat de concession, en théorie, présente un avantage financier pour la collectivité publique et, a fortiori, on a tendance à les oublier, pour les usagers, puisqu'un risque lié à l'exploitation est transféré au concessionnaire, même si tous les intervenants mettent bien évidemment en avant que ce risque est parfois plutôt virtuel. Et donc l'importance de l'aspect financier d'une délégation de service public sur sa qualification entraîne un nécessaire contrôle sur celle-ci. Alors surtout si on prend la notion que je trouve particulièrement délicieuse de créativité comptable qu'on a entendue ce matin, évidemment le contrôle est important. Et on a tout d'abord un contrôle plutôt classique, là aussi c'est redondant, on en a parlé ce matin. Quand on parle de contrôle en matière de DSP, on pense tout de suite au contrôle opéré par les autorités délégantes et les juridictions, alors les juridictions administratives, voire même pénales, financières. Et donc on en a parlé un petit peu ce matin avec Stéphane Retterer, on en parlera encore cet après-midi, je pense, dans la présentation d'Alain Moiron. Alors quelques petits exemples que vous connaissez certainement, je l'ai entendu ce matin. Pour les collectivités territoriales, il y a par exemple il y a la possibilité d'un contrôle des élus locaux sur la passation des délégations de services publics, mais aussi leur exécution.
Plusieurs outils pour ce faire, mais le plus emblématique, c'est le rapport annuel fourni par le délégataire. On en a entendu parler ce matin avec l'article 22 de la loi du pays de 2009, on a l'article L 1411-3 du CGCT et aussi le code de la commande publique. Donc ce rapport comporte un certain nombre d'éléments obligatoires, les comptes d'exploitation, les séries statistiques, un rapport permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service. Donc ça, on a le contrôle par le concédant. Okay. On a aussi éventuellement le contrôle de l'égalité classique par le représentant de l'État, parce que les collectivités territoriales doivent transmettre aux représentants toutes les pièces relatives au DSP. On a évidemment le contrôle des chambres régionales des comptes, ça, ou la Chambre territoriale des comptes ici, la CTC, qui examine la gestion des collectivités territoriales, donc ils examinent les comptes du délégataire et par ce biais, ils examinent les comptes du délégataire par le biais de l'examen des comptes des collectivités territoriales. Alors, je vous avais dit que je vous parlerai un peu de concurrence en matière de délégation de services publics et du contrôle en général et celui des usagers. Et effectivement, en Polynésie, l'autorité polynésienne de la concurrence, l'APC, peut être saisie pour avis consultatif par le président du pays sur les modalités de consultation et d'attribution d'une délégation de service public. C'est ce qu'on retrouve à l'article LP 620-1 premièrement du Code de la concurrence de la Polynésie française. Donc, dans le Code de la concurrence, on a une disposition relative aux délégations de service public, certes, mais on retrouve surtout la problématique concurrentielle, et on en a entendu parler ce matin, dans la situation selon laquelle une délégation de service public peut cacher ou entraîner des pratiques anticoncurrentielles, évidemment sanctionnables, le plus souvent des ententes avant la délégation de service public, avant la passation, et en ce qui concerne son exécution, des abus de position dominante. On a quelques petits exemples. Alors, encore une fois, on retrouve plutôt des problématiques de marché public par rapport aux délégations de services publics en droit de la concurrence. Mais je peux vous citer l'exemple d'une décision de l'autorité nationale du 27 juillet 2017 où une entreprise de pompes funèbres profitait de sa délégation de services publics pour accroître sa tarification des entreprises tierces et surtout, ce que je trouve plutôt marrant, façon de parler, elle entretenait une confusion entre les activités commerciales et de services publics pour les usagers, en leur faisant croire qu'ils devaient tout acheter chez eux, y compris les fleurs, les plaques funéraires, etc. L'autorité de la concurrence a bien évidemment sanctionné cette pratique anticoncurrentielle. Alors on a parlé ce matin d'exemples assez intéressants sur la circulation routière, je n'y avais pas pensé, mais ça pose bien évidemment des problèmes de pratiques anticoncurrentielles. Alors revenons au noyau dur, c'est-à-dire les usagers. C'est vrai qu'on a les contrôles plutôt directs, classiques, on pense tout de suite à l'autorité délégante, on pense tout de suite aux juridictions, mais aujourd'hui on parle des usagers. Et le contrôle par les usagers, lui, paraît moins naturel. Bon, il se matérialise surtout par un droit à l'information au final, excusez-moi, qui permet éventuellement de saisir ultérieurement les juridictions ou l'autorité délégante. Il faut préciser que l'autorité délégante a des obligations à ce niveau. Elle a une obligation juridique d'exercer son contrôle. Et donc, si elle refuse de contraindre le délégataire à respecter les dispositions réglementaires du cahier des charges, eh bien, elle est susceptible de la part des usagers de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, voire d'un recours de plein contentieux pour l'obtention de dommages et intérêts. Alors, les usagers, pour finalement exercer en quelque sorte leur contrôle, ils ont besoin d'informations, ils ont besoin de documents. Et ils peuvent demander ces documents comptables, ces documents financiers, directement à l'autorité délégante, mais aussi directement aux délégataires, aux concessionnaires. Et c'est un petit peu à la mode en ce moment. Leurs demandes sont refusées. Ça ne paraît pas illogique,
vous attendiez peut-être à quelque chose d'autre, mais refuser globalement sur un certain fondement. Un fondement qu'on retrouve assez souvent en droit de la concurrence et que nous allons examiner dès maintenant. Ce fondement, c'est le secret des affaires. Alors, je commence en tout cas à connaître un petit peu mieux cette notion plutôt nébuleuse, parce que c'est quelque chose qui est fondamentalement intégré au droit de la concurrence, qu'il soit national ou polynésien, et qui nous est constamment opposé. Quand je dis nous, c'est les autorités administratives indépendantes, compétentes en l'espèce. On a plutôt de la chance, enfin, façon de parler, parce que cette notion qui reste quand même vague a récemment été définie par le droit de l'Union européenne et le droit interne national. On a l'article 2 de la directive du 8 juin 2016 pour le droit de l'Union européenne. Alors, je vous cite. On entend par secret des affaires des informations qui sont notamment secrètes, ça commence bien, en ce sens qu'elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant au milieu qui s'occupent normalement du genre d'information en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles, mais aussi des informations dotées d'une valeur commerciale parce qu'elles sont secrètes. Alors, ces éléments de la directive ont été un petit peu mieux précisés par l'article L151-1 du Code national de commerce, issu d'une loi de 2018, la loi du 30 juillet 2018, que je vous cite, il y a 3 points. Donc, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants. 1. Elle n'est pas en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exact de ces éléments généralement connus ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d'information en raison de leur secteur d'activité. 2. Elle revêt une valeur commerciale effective ou potentielle du fait de son caractère secret. Et 3e et dernier point, elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances pour en conserver le caractère secret. En synthèse, et pour résumer, peuvent tomber sous le secret des affaires des informations difficilement accessibles, à valeur commerciale et suffisamment protégées. Alors, pourquoi on se concentre sur le secret des affaires? Tout simplement parce que toutes les informations qui tombent sous le secret des affaires ne sont pas communicables aux usagers au sens de l'article L311-6 du Code des relations entre le public et l'administration. Évidemment, on parle de droit national ici, étant entendu que la Polynésie française est compétente en matière de procédure non contentieuse, mais ces dispositions continuent à s'appliquer. Il y a eu un déclassement par rapport à la CADA en 2014, mais je ferme la parenthèse. Bon, pour en revenir aux délégations de service public, en théorie, une fois que la délégation a été attribuée, l'ensemble des documents composant la procédure de passation perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande. Ça, c'est la loi du 17 juillet 1978. Donc, d'un côté, on a le secret des affaires, de l'autre, on a la loi de 78, mais c'est vrai que la loi de 78 précise elle-même que ce droit d'accès doit s'exercer dans le respect du secret des affaires, en fait. C'est l'article 6, grand 2. Donc, il faut respecter le secret en matière industrielle et commerciale, le secret des procédés, le secret des informations économiques et financières, le secret des stratégies commerciales, bref, le secret des affaires. Donc, les informations, les clauses financières sont communicables, mais sont communicables aux usagers, sauf secret des affaires. C'est plutôt simple à comprendre comme ça. Le problème, c'est que l'autorité délégante et le concessionnaire, ils n'ont pas la même notion du secret des affaires. Pour eux, le secret des affaires, c'est extrêmement extensif, et ce qui conduit, ou ce qui peut conduire, à une absence totale de transmission de documents. Et là, la CADA est venue un peu en aide, la commission d'accès aux documents administratifs, par 3 décisions du 10 janvier 2019 qui sont venues un peu recentrer le débat, en tout cas préciser le cadre des demandes des documents financiers des délégations de services publics. Ça portait sur une demande, plutôt 3 demandes, d'une association à une commune et aussi au concessionnaire en matière de gestion de l'eau potable, et c'était couplé, c'est très souvent le cas, à une problématique de marché public. Alors qu'est-ce que la CADA nous a appris ici, en tout cas dans ces 3 différents avis? Eh bien qu'à l'exception des documents qui n'existent pas, ce
que ça c'était un point intéressant aussi, hein. Les usagers peuvent demander oui, on aimerait bien une étude comparative ou une étude prospective. Non, ça c'est pas possible. On ne peut pas demander aux parties de plancher sur des études économiques ou comptables, hein. Il faut que ce soit des documents qui existent. Eh bien, à l'exception de ces documents qui n'existent pas, en synthèse, la totalité des documents qui en l'espèce n'avaient bien évidemment pas été transmis ont été considérés par la CADA comme communicables, le compte de gestion du budget annexe, le détail des écritures des différents comptes, les comptes détaillés de la délégation, comptes d'exploitation, etc. etc. Super. Par contre, le secret des affaires est rappelé par la CADA. Je cite, « Les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire et celles reflétant sa stratégie commerciale sont couvertes par le secret des affaires. » Mais précision, en revanche, les éléments financiers du rapport ne sont pas couverts par le secret des affaires dès lors qu'ils concernent le coût du service public. Recentrons-nous un peu sur la notion de secret des affaires en pratique. En pratique, le secret des affaires, ce n'est pas ne pas communiquer. C'est aussi simple que ça. Ça n'est pas synonyme de l'absence de communication. En pratique, c'est l'occultation préalable des informations qui sont sensibles et uniquement l'occultation de ces informations dites sensibles. Donc, le secret des affaires ne peut pas en soi être un motif de refus de communication globale de l'ensemble des documents financiers relatifs à une délégation de service public. C'est plutôt simple à comprendre, hein. C'est un peu bête, mais vous voyez les films d'espions, avec des dossiers et des parties de phrases qui sont au marqueur et donc invisibles. C'est ça le secret des affaires. C'est uniquement ça. Sauf que quand on examine quelques petits cas pratiques, on a l'impression que tout est secret défense, voire que cela a ressorti secret médical parce que rien n'est transmis, alors que ça ne devrait pas être le cas. En bref, la CADA, dans ses derniers avis, hein, favorise la communication des pièces aux usagers et, a fortiori, hein, donc elle favorise les possibilités de contrôle ultérieur des clauses financières des délégations de services publics. Bon, il ne faut pas non plus mentir, hein, le secret des affaires, il est essentiel pour les opérateurs économiques. Il ne faut pas mettre ça de côté. Je le vois bien tous les jours à l'autorité polynésienne de la concurrence. C'est un débat sans fin, mais oui, il faut protéger les acteurs économiques sur certaines données, les bénéfices, les chiffres d'affaires. Ok, il n'y a aucun souci, mais en général, il ne faut pas oublier que pour les délégations de service public, et beaucoup d'intervenants l'ont rappelé ce matin, c'est la satisfaction de l'intérêt général qui doit rester au centre des préoccupations et non pas le seul intérêt des acteurs économiques en cause. Et je pense qu'en droit local, en droit polynésien, on peut aussi plancher sur ces problématiques. Merci à tous.